は進化しています。Salut les Tigers! La naissance d'un genre de musique est très souvent liée à un besoin qu'a une communauté de s'exprimer. Par exemple la bossa nova pour le Brésil ou la city pop pour le Japon. Mais qu'en est-il pour les communautés d'internet, telles que Reddit, 4chan ou bien fanart? Eh bien c'est ici que la Vaporwave fait son apparition, à mi-chemin entre la culture mum et la musique ambiante. Mais en y regardant de plus près, le terme Vaporwave est assez vague, car il englobe tout un tas de sous-genres musicaux avec leurs spécificités, aussi bien visuelles que musicales. Car oui, la Vaporwave n'est pas juste un courant musical, mais aussi et surtout un courant esthétique. Le néophyte serait peut-être impressionné à la vue de cette liste sans fin. C'est pourquoi j'ai travaillé à la réalisation d'un iceberg de la Vaporwave en 3 parties. L'iceberg est un système de classification qui permet de jauger votre niveau de connaissance d'un sujet en allant de la surface, avec des sujets que vous connaissez très certainement, du moins que vous trouverez très facilement en quelques recherches, à des sujets de plus en plus méconnus. Bien sûr, je ne vous promets pas un classement des plus rigoureux, mais je pense qu'à la fin de cet iceberg, au moins vous aurez un visu du paysage musical que représente la Vaporwave. Ceci étant dit, je vous invite à vous replonger dans ce courant qui a marqué les années 2010, la Vaporwave. Partie 1, le ciel. Floral Shop. Si vous tapez Vaporwave sur internet, c'est certainement sur cette pochette d'album que vous tomberez en premier. Il s'agit de l'album Floral Shop, uploadé en 2011 par l'artiste Vectroid sous le pseudo Macintosh Plus. C'est cet album qui définira les contours du genre, avec des samples dont le tempo des vocals a été ralenti de manière extrême, voire même caricaturale. Un tempo très lent, un délai poussé au maximum, tout donne l'impression d'être dans un espace large et irréel. C'est le titre Lisa Frank Modern Computing, sample de It's Your Move par Diana Ross qui deviendra le titre égérie de la Vaporwave. Vectroid n'est malheureusement plus active sur la scène de la Vaporwave, mais restera pour toujours sa créatrice. Simpson Wave. Un mème qui revient très souvent lorsque vous diguez de la Vaporwave, c'est de la Vaporwave mélangée avec des images de la série des Simpsons. C'est une des esthétiques de la Vaporwave. L'un des meilleurs exemples est la vidéo Crisis, mettant en scène la crise de la quarantaine à laquelle fait face Homer Simpson. Les musiques utilisées dans ce mème pour la plupart sont extraites des albums de Home dont on reparlera un tout petit peu plus tard dans cet iceberg. Au travers de cette esthétique, on peut commencer à voir la position un peu ironique, voire même critique de la Vaporwave par rapport à la société capitaliste des années 80-90. Les Simpsons étant elles-mêmes une série qui dénonce cet aspect de la société de l'époque. Dans le même goût, on trouvera la Trump Wave, qui tient d'ailleurs plus du délire qu'autre chose. Synthwave, Chillwave. Je ne vais parler que très brièvement de ces genres de musique car ils ne sont pas considérés comme des sous-genres de la Vaporwave mais plutôt des cousins. La Synthwave est un courant musical influencé par la New Wave et toute l'esthétique filmique des années 80, dérivé direct d'artistes tels que Kraftwerk, Vangelis, Carpenter Brut, etc. La Synthwave est apparue avant la Vaporwave et a parcouru un long chemin pour pouvoir se faire une place dans la pop culture. C'est pour ça qu'on commence à la retrouver dans des séries ou bien des films. Par exemple avec Stranger Things ou bien des films comme le très célèbre Night Call de Kavinsky dans le film Drive avec Ryan Gosling. La Chillwave est en fait un mix entre la Synthwave et des sonorités lo-fi. Je vous invite à aller regarder notre petite vidéo lo-fi. Celle-ci se veut plus accessible et populaire que la Vaporwave. Home, Odyssey. Je pense que c'est dans cet album que la Synthwave et la Vaporwave se côtoient à merveille, mais c'est aussi à mon avis leur dernier point de croisement. Odyssey est un album sorti en 2014 et produit par Home aka le tout jeune Randall Goff. Le morceau le plus connu de l'album est Résonance que vous avez déjà dû voir passer dans les recommandations YouTube. Un album extraordinaire avec des sonorités typiques de la Synthwave. Pour être honnête, je ne suis pas un fanatique de Synthwave, mais cet album est une véritable mine d'innovation dans le genre, et il se laisse tout à fait écouter. C'est pour ça que je vous recommande très chaudement d'aller écouter cet album, et plus précisément son titre Résonance. Blank Banshee.
Un zèbre de la Vaporwave, mais très certainement un des artistes qui a le plus réussi à populariser le genre. Dans son album Blank Bouncy Zero, sorti en 2012, il mêlera des sonorités trap avec des bruits de démarrage d'OS, des rythmes instables et un usage plutôt inattendu du sampling. Son titre, Teen Pregnancy, lui, a été repris dans une vidéo de Simpson Wave ou bien sur TikTok. Je pense que de tous les albums que je vais vous présenter, celui-ci est vraiment à part dans le monde de la Vaporwave. Et c'est pourquoi il ouvrira une toute nouvelle voie pour la Vaporwave qui s'appelle la Vapor Trap. Outrun. Allez, on va parler une toute dernière fois de Synthwave. Cet album, sorti en 2013 et produit par Kavinsky, est celui qui fera connaître la Synthwave au grand public. Les sonorités de l'album sont bien plus proches de la French Touch ou de la House que l'ambiante. Ce qui est intéressant, c'est que Kavinsky n'a pas été le seul à produire l'album. Il a été aidé par Sebastian, dont nous avions parlé dans une autre vidéo. Il a aussi été très lié à Brickbot et Daft Punk. Bref, un album parfait pour vos virées nocturnes. Des titres ont d'ailleurs été repris par certaines pubs de voitures. Future Funk. On ne va pas s'étendre sur le sujet car j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La Future Funk est un sous-genre de la Vaporwave qui réutilise de vieux samples de funk, historiquement de city pop ou d'AOR japonais, et qui les mélange aux sonorités de la house. Il y a toute une esthétique liée aux animés japonais des années 80-90. Dans le tas, on peut citer des artistes comme Macross 82-99, dont on reparlera plus tard, Yungbae ou bien Night Tempo. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo sur la Future Funk. City Pop. Non, bien sûr, la City Pop n'est pas un sous-genre de la Vaporwave, mais celle-ci a eu une influence non négligeable sur le style musical et esthétique de celle-ci. Prenez par exemple Skylar's Puns de Saint Pepsi, qui est une reprise de Love Talking par Tatsuro Yamashita, ou encore Temple Stage 01 de Syllabus, qui reprend 1984 de Jungo Yagami. À vrai dire, c'est surtout le cas en Future Funk. Mais la Vaporwave reprend aussi le style du Japon des années 80, avec des pubs atypiques, déjantés, ainsi que tout l'univers technologique de l'époque. Partie 2, la surface. À ce stade de l'iceberg, nous allons commencer à parler d'artistes ou bien de notions qui sont facilement accessibles par YouTube, par le biais des recommandations ou bien par Bandcamp. Donc ce sont des sujets que vous allez trouver très facilement. Saint Pepsi. Un artiste littéralement dans la lune avec un pied dans la Vaporwave et l'autre dans la Future Funk. Il se lancera dans la Future Funk avec la sortie de son album Hit Vibes en 2013. Il travaillera aussi avec l'artiste Luxury Elite sur l'album Late Night Delight. Saint Pepsi ou bien Skylar's Puns est très connu pour ses sonorités très proches de la funk, mais aussi très empreintes d'ambiance. Accompagné de pubs des années 80 en vidéo, comme celle de McDonald's ou de Pepsi. Quand on écoute ou on regarde Saint Pepsi, on a tout de suite cette nostalgie pour les années 80, avec des mélodies catchy et des pubs vous vendant le paradis en bouche. C'est un sentiment qui reviendra très souvent en écoutant bien d'autres artistes de Vaporwave. James Ferraro, Farside Virtual. James Ferraro est le pionnier de l'hypnagogic pop. C'est un courant de la Vaporwave qui se veut évoquer les années 2000 avec tout leur univers technologique et corporate. Hypnagogic est un mot qui désigne un état de sommeil dans lequel on peut voir et entendre des hallucinations. Son album, Farside Virtual, est très souvent référencé comme de la musique d'ascenseur avec des bruits de sonneries de téléphone des années 2000. C'était d'ailleurs le but original, créer un album avec des sonneries de téléphone téléchargeables. On est très loin de la Vaporwave telle qu'on la conçoit en termes de musique ambiante. On est en fait plus proche de la jungle avec des rythmiques syncopées et un tempo très rapide. En bref, un album chaotique. Windows 96. Un artiste de Vaporwave dont le style est indéfinissable dans la mesure où tous ses albums sont différents les uns des autres. Prenez par exemple 100 Morning, qui est d'ailleurs leur album le plus connu. Il est très clairement orienté synthwave, mais si vous prenez Optimized, lui est bien plus ambiante, hypnagogique. Mais alors que dire de son dernier album, Empty Hiding World, qui est une exploration du style synthpop. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait il utilise toujours le même genre de sonorité, mais il arrive à les faire varier d'un album à un autre. En bref, un délice pour les oreilles et une redécouverte constante. Luxury Elite. Vous imaginez être un riche américain propriétaire d'une villa à la Dallas, eh bien vous allez adorer l'artiste suivant, il s'agit de Luxury Elite. Son album World Class sorti en 2015 sur Bandcamp habillera différemment la Vaporwave, sample de smooth jazz, saxophone sensuel, atmosphère lounge. En écoutant cet artiste, on s'imagine sans difficulté dans une salle de réception ultra classe, saucisse cocktail d'une main et coupe de champagne de l'autre, en regardant au loin à la fenêtre d'un gratte-ciel. Pour être honnête, tous ces albums sont un peu dans la même veine, mais ils se laissent très bien écouter, et d'ailleurs Luxury Elite est un de mes artistes de Vaporwave préférés. Echo Jams. Je dois vous faire des aveux, je vous ai menti en vous disant que Floral Shop est le tout premier album de Vaporwave. Le tout premier album qu'on pourrait vraiment qualifier de Vaporwave est en fait Echo Jams, sorti en 2010 et produit par Chuck Person. Une véritable révolution silencieuse à l'époque où il était sorti. Usage de samples au BPM lent et au pitch bas,
atmosphère limite psychédélique, couverture d'album faisant référence à la pochette du jeu Écho le Dauphin, sorti en 1992. Je veux dire, regardez, c'est un dauphin. Il fait des ploufs dans l'eau, il a des étoiles sur la tête et puis il y a du ciel bleu. Bah, moi j'aime bien les ploufs et le ciel bleu. On qualifiera son style de plunderphonique, c'est-à-dire que son album est constitué de samples du début à la fin. Et si vous faites bien attention, les morceaux de samples qui sont répétés parfois laissent transmettre un message, c'est-à-dire qu'il va reprendre toute une chanson et faire répéter certains mots en boucle, et très curieusement, ces mots ont en fait un sens caché. Celui de la critique de la société américaine pseudo-idyllique des années 80. En tout cas, tel que nous vendaient les publicités. En bref, un album qui aura inspiré les plus grands de la Vaporwave. La anthologie. Ce mouvement est en fait très lié à la Vaporwave dans la mesure où celle-ci vient puiser toute son énergie dans la relation qu'on a avec le passé, même si on ne l'a pas vécu. Si on cherche sur Wikipédia, la anthologie c'est... L'anthologie consiste en des œuvres qui se construisent à partir d'une trace en provenance du passé, le plus souvent matérielle. Cette trace peut également s'avérer immatérielle. C'est là où ça devient intéressant. Là où certaines séries, telles que Stranger Things, abordent la déconstruction de manière candide, en ne gardant des années 80 que tout ce qui se rapporte aux bons souvenirs, la Vaporwave, elle, va plutôt être liée à des pubs, des bruits typiques de cette époque, des génériques de bulletins météo, etc. Tout ce qui en fait est en arrière-plan. C'est là qu'on peut voir que finalement la Vaporwave est une parodie de déconstruction. Et c'est pour ça qu'à cette époque, beaucoup de personnes pensaient que la Vaporwave était qu'une blague. Mais dans les faits, c'est là où était toute la puissance de la Vaporwave. On était nostalgique d'un passé qu'on n'avait pas vécu. C'est là toute la magie de la anthologie. 2814, The Birth of a New Day. Album sorti en 2015, fruit de la collaboration de Hong Kong Express et Telepath, deux géants de la Vaporwave. L'album à l'origine se voulait être non plunderphonique, c'est-à-dire sans sample, juste des sonorités ambiantes. Cet album est le premier de la liste qui a un ton plutôt sombre, un univers futuriste dystopique, un rêve froid comme le décrit Hong Kong Express. Jusqu'à la publication de l'album, la plupart des albums de Vaporwave étaient en fait basés sur des samples, mais The Birth of a New Day a apporté vraiment une nouvelle vision de ce que pouvait être la Vaporwave avec juste des sonorités ambiantes. Et c'est pourquoi cet album a été vraiment une révélation et qui a ouvert un nouveau courant de la Vaporwave qui était le Dream Punk. Je vous recommande la vidéo de Fed Up à ce sujet qui traite de cet album de manière exhaustive et qui parle aussi de tout l'aspect ironique qu'il y a autour de la Vaporwave. Partie 3. Les eaux claires. À ce niveau-là, il y a pas mal d'artistes que vous trouverez après avoir fouillé sur le net. Ils correspondent à des sous-genres très particuliers de la Vaporwave, et on commence à toucher à des délires qui sont vraiment propres au genre. Macross 82-99. Je vous propose un dernier petit coup de future funk avant de plonger un peu plus bas. Macross 99 est un artiste mexicain de future funk basé au Japon. Ses influences sont assez classiques pour le genre, hip-hop, jazz fusion, funk, house, etc. Son esthétique visuelle tourne autour des animés, et plus particulièrement l'animé Sailor Moon, qui est la mascotte de l'artiste, quasi omniprésente dans son univers visuel. Il uploadera en 2013 son album Neo Tokyo, qui restera assez méconnu, mais c'est avec son album Sailor Wave qu'il arrivera à se trouver une place dans la scène future funk. Tous ces albums sont des références dans le genre. Sham, A Million Miles Away, Sailor Wave 2, Sailor Wave 3, bref, rien à jeter. Le style de Macross dans ses premiers albums est plus orienté plunderphonics. 80% de ses titres sont basés sur des vieux samples de city pop, d'AOR et de smooth jazz. J'adore son utilisation des samples de chaque attaque. Mais avec le temps, il se forge un style unique. Il aura aussi pas mal collaboré avec d'autres artistes, tels que Sarah Bonito dans Orsay, Fresh avec Flamingozis, Satin Wizard avec le Real, etc. Pour ma part, c'est lui qui a été ma porte d'entrée dans le monde de la Vaporwave et plus particulièrement de la future funk. Pour en finir, on notera que Macross créera le collectif d'artistes Sailor Team, constitué des plus grands, Desired, Aritus, Vintage, Night Tempo, Android 52. Si vous aimez la future funk, c'est eux qu'il faut aller voir. Deep Fantasy. J'ai découvert cet album en travaillant sur cet iceberg. À sa sortie en 2012, cet album était resté relativement méconnu du grand public, mais c'est en 2016 qu'il deviendra un hit de la Vaporwave grâce à la communauté de Bandcamp. Le groupe Surfing, constitué de Penny Van Alzerk et de Leroy Nania, se sera inspiré de ses souvenirs d'enfance des années 1980 en essayant de recréer ce sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on visionne une VHS. Cet album se distingue des autres par sa dimension mélodique et instrumentale. Un ou deux titres de l'album ne sont que des samples, mais tous les autres sont en fait des morceaux composés par le groupe. À mon avis, Deep Fantasy n'est pas un album de Vaporwave à proprement parler, mais plutôt un album vaporwavisé. Et c'est pour ça qu'il a connu un certain succès sur Bandcamp. Alors, vous aussi, laissez-vous tenter par revivre ce bel été 1985.
Dream Catalogue, Hong Kong Express. Dream Catalogue est un label d'artistes de Vaporwave créé par Hong Kong Express en 2014. Dans ce groupe d'artistes talentueux, on retrouvera bien sûr Telepath, Various, Vincent Remember, et c'est d'ailleurs sous ce label que 2814 A Birth of a New Day a été enregistré. Le but de la création de ce label était de capturer l'essence des rêves en musique. Ce sera une idée importante dans la nouvelle scène Vaporwave post-2015. L'album HK Hong Kong appartient à ce label, et pour le décrire, HKE dira « The sea of neon, rippling waves under a heavy rain that batters the window of the dark hotel room in the middle of the city. There is no point to any of this except beauty, a return of dreams, Hong Kong. » C'est un album qui suivra la même voie que 2814. Comme tous les albums de Dream Punk, on a des sonorités ambiantes, voire même irréelles, et je qualifierais cet album de Vaporwave cinématique, un véritable chef-d'œuvre de Hong Kong Express. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Hong Kong Express n'est ni d'origine chinoise ou japonaise, mais américaine. Depuis tout petit, il entretenait une passion pour les cultures asiatiques et le jazz fusion. En 2013, il se rattache au mouvement Vaporwave aux côtés de Telepath pour créer Dream Catalogue. L'esprit de la plupart de ses albums est de recréer ce sentiment de solitude qu'on peut avoir dans une grande métropole asiatique. Sa principale source d'inspiration ont été les films de Wong Kar-wai, dont on peut retrouver des portions de dialogue dans son album 2047. Il y aurait énormément de choses à dire sur Hong Kong Express et sa manière de voir la Vaporwave. Vous trouverez des liens vers ses interviews en description. Telepath, Virtual Dream Plaza. Un véritable géant de la Vaporwave. Si vous regardez la liste de ses albums sur Bandcamp, c'est juste impressionnant comme il a été ultra productif de 2013 à 2016. Écouter Telepath, c'est une expérience indéfinissable où le temps semble se dilater. Son style est défini par l'utilisation de samples distordus dans tous les sens, de reverb et de filtres en tout genre. Son but est très clairement de créer l'illusion d'un rêve en musique. Lui et Hong Kong Express sont en fait les pionniers d'un nouveau sous-genre de la Vaporwave qu'on appellera Slush Wave. Il a réussi à se faire une place dans le cœur des fans de la Vaporwave sans même savoir de qui il s'agit. Car oui, on ne connaît de Telepath que son œuvre, et il disparaîtra complètement de la toile en ne laissant que ses albums sur YouTube et Bandcamp. Son esthétique visuelle est très proche de celle de Hong Kong Express, avec l'utilisation de caractères chinois et japonais pour nommer ses titres, même les pochettes d'albums sont teintées de cette esthétique asiatique qui fait tout son charme. Il uploadera ses 31 premiers albums de 31 minutes chacun sous son propre label Virtual Dream Plaza, une série d'albums d'ambiance avec chacun un caractère unique. Les couvertures d'albums sont toutes des images de femmes asiatiques issues de pubs des années 80-90. Le but de cette série d'albums est en fait d'expérimenter l'expérience d'un rêve lucide en musique. Telepath est un artiste inspirant qui ne voulait être jugé que sur une chose, son œuvre. Vaporor. Héritier direct de Blank Banshee, Jeff Cardinal, aka Vaporor, se réclame du mouvement Vapor Trap. Il sortira plusieurs albums sous le label Dream Catalogue, dont son très célèbre Manapool en 2014. En 2016, il créera son propre label 100 Records pour avoir son propre espace de création. Je peux vous recommander son album Saccharine Synergy sorti en 2020. La musique de Vaporor est en fait très empreinte de la musique des jeux vidéo des années 90. Ça a été d'ailleurs sa principale source d'inspiration. En écoutant cet album, on se replonge dans cette ambiance techno qu'on avait en jouant à Sonic 64 le mercredi après-midi. Vaporor est encore très actif et influent sur la scène Vaporwave, et son label est une mine de talents qui porteront la scène Vaporwave du futur. Cat System Corp, Mallsoft. Un de mes artistes de Vaporwave préférés, Cat System Corp, est en fait le pionnier du genre Mallsoft, un sous-genre de la Vaporwave qui se veut utiliser que des samples de musique de centres commerciaux des années 80-90, avec en arrière-plan des couches de smooth jazz, de musique lounge, aussi appelée Muzak. Le style de Cat System Corp est en fait très empreint de la nostalgie qu'il a pour son enfance dans les années 90, dans le monde qui précéda les événements tragiques de 2001. C'est d'ailleurs le thème d'un de ses albums, News at 11, sorti en 2016, qui reprend des samples de journal télévisé juste avant l'annonce de la catastrophe, comme s'il avait la possibilité de suspendre le temps et de continuer à le faire vivre. Son album le plus connu, et certainement le plus apprécié dans le genre, est Pall Mall, sorti en 2014, avec que des samples de grands centres commerciaux. On a une véritable expérience d'immersion dans les souvenirs d'enfance de Yant, et c'est assez déroutant au début. Les centres commerciaux sont les temples du consumérisme. Les escalators mènent tout droit vers un paradis illusoire mais tentant. Les 20 premières minutes de l'album sont en fait une immersion dans un centre commercial. Les 20 minutes d'après sont des titres assez classiques de Vaporwave. Cat System Corp est une expérience qui ne se décrit pas, mais qui s'écoute et qui se vit. Enmesh, Signal Wave. Imaginons que vous soyez sur une planète extrêmement lointaine et que vous ne soyez équipé que d'un récepteur radio. Vous l'allumez et vous entendez un mix bizarre de signaux sur une seule et même chaîne, sans même possibilité de tourner le tuner.
Vous entendez Captain Maverick, Take My Breath, Soul to Soul, Frankie Goes to Hollywood, etc. Et c'est exactement l'expérience que vous aurez en écoutant les albums New Wave Hallucination et Dream Sequence de Nmesh. Ancien batteur de métal, celui-ci s'est reconverti dans la Vaporwave et a été le pionnier d'un nouveau sous-genre, le Signal Wave. Cette fois-ci, le sample n'est pas utilisé comme matière première, l'album devient le sample. Les albums de Nmesh ont la particularité de créer une atmosphère psychédélique enivrante. Si vous voulez avoir une idée du sentiment qu'on a quand on écoute New Wave Hallucination, vous pouvez juste regarder la pochette de l'album. Nmesh est maintenant un peu moins présent sur la scène Signal Wave, mais il continue de repousser les limites de son style vers la dark ambient psychédélique. 18 Karat Affair. Un artiste de Vaporwave assez apprécié par les connaisseurs, mais qui à mon avis est trop sous-coté. Il s'agit en fait de Dennis Parker, aka 18 Karat Affair, un artiste de Vaporwave très orienté synth-pop, synth-funk. Il est connu pour utiliser un enregistreur cassette à 4 bandes pour ses prods, une machine très utilisée dans les années 90 pour faire du mix. Parmi ses albums les plus connus, on retrouve Vintage Romance, Spent Passion, Televised Tragedies et Adventures in Schizophrenia, qui est un délice. En écoutant 18 Karat Affair, on a vraiment ce sentiment de mater une vieille VHS abîmée au plein milieu de la nuit. Sa manière de mixer est très semblable à DJ Screw, une pointure du hip-hop des années 90 qui travaillait avec des samples dont le tempo était ultra ralenti. Pour revenir à 18 Karat Affair, il a été le premier à vendre des cassettes vidéo VHS avec sa musique. Si vous êtes intéressé par le gaillard, n'hésitez pas à aller écouter son interview, j'ai mis le lien en description. Utopian Virtual. Nous avons précédemment parlé de l'album Far Side Virtual par James Ferraro. Et bien celui-ci a été le coup d'envoi d'un nouveau sous-genre de la Vaporwave basé sur le monde corporate de la fin du XXe siècle. En reprenant son univers visuel pour les pochettes d'albums et son univers sonore, par exemple avec des bruits d'ordinateur de l'époque, de la musique, des sonneries de téléphone portable, etc. Outre Farside Virtual, les albums les plus représentatifs du genre sont Home de Prism Virtual Enterprises, un alias de Vectroid, Online de Landscape International et High Fashion Mood Music de Eyeliner. L'Utopian Virtual est en fait une image de notre futur, dominée par le monde corporate d'un côté et les machines de l'autre. Tout cela rendant la différence entre le virtuel et la réalité quasi indiscernable. Il y a un genre de musique qui prendra le contre-pied du Virtual Utopian en accentuant le côté dystopique du futur, il s'agit du faux Utopian. Weilan, Anne Howling. Beaucoup plus sombre, Weilan est un artiste chinois basé à Shenzhen. Son esthétique, comme son nom l'indique, fait énormément référence aux hackers des années 90. La plupart de ses albums sont teintés de dark ambient, dream punk experimental, comme vous pouvez le constater en écoutant Void 002 et Void 003, qui sont assez représentatifs de son style. Très aérien et sombre, avec des drones qui évoluent très lentement, au caractère méditatif et hypnotisant. Seulement vous pourriez être assez surpris en écoutant son album Ace Internet Explorer, qui est un véritable délire nostalgique de la technologie des années 90. Un véritable bijou de Virtual Utopian selon moi, et si vous voulez savoir comment ça sonne, il suffit de regarder la couverture d'album. Haircut Foreman. C'est très certainement un artiste que vous avez vu se glisser dans vos recommandations YouTube. Et en voyant une telle pochette d'album, comment ne pas cliquer ? En effet, l'univers visuel de Haircut Foreman est très riche. Pochette d'album et titres écrits avec des kanji et hiragana, référence au statut de la Grèce antique, couleurs pétantes. Tous ces éléments, contrastant les uns avec les autres, font que les pochettes d'album de Haircut Foreman attirent l'œil. Mais son succès ne se résume pas juste à son univers visuel. Son univers musical est aussi très riche. Il a sorti pas moins de 21 albums depuis 2014. Le plus connu est sans conteste l'album Down Table and Die, qui est à mon sens une lettre d'amour au trip-hop. J'ai pu constater que Haircut Foreman est un artiste qui divise en fait la communauté de la Vaporwave. Il y a d'un côté ceux qui pensent que c'est un génie du sample avec une technique unique, et d'autres pensent qu'il ne fait que s'approprier le travail des autres, tel que Holiday de Madonna, et que son usage excessif du japonais pour le titrage de ses albums tient plus d'une caricature que d'autre chose. Pour ma part, je pense que le plus important est sa musique. Après, que ça plaise ou non, c'est plutôt une question de goût. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la polémique que The Weeknd a causée en samplant de la city pop. Dev Dynamax Shroud. Un collectif d'artistes constitué de James Webster, Tech Honor et Keith Rankin. Le style de Dev Dynamics Shroud n'est pas figé. En fait, chacun de leurs albums aborde une thématique particulière. La mer pour SeaWorld, la tristesse pour Regret, le shopping online pour Online, etc. C'est leur album Virtual Utopia Experience qui marquera un tournant majeur dans leur discographie et leur approche de la Vaporwave, bien moins plunderphonique et plus ambiante. Dans une interview, James Webster parle de la création de cet album comme un moyen de pousser la Vaporwave jusqu'à ses limites.
Leur discographie est vraiment fascinante. J'ai pu vous trouver un petit guide pour pouvoir naviguer entre les différents styles et thèmes abordés. Le groupe a créé sa propre esthétique visuelle et musicale qu'elle appellera New World. C'est aussi au passage l'un des seuls groupes que je connais qui sample des tubes de K-pop. Je vous recommande l'album I Will Try Living Like This sorti en 2015. Pour le reste, je vous propose d'écouter et d'en juger par vous-même. La scène Vaporwave après 2015. Faisons un petit arrêt sur image. On a vu que la Vaporwave s'est développée à peu près de 2012 à 2020. Mais là où en 2012, la Vaporwave était un style de musique assez homogène, à la fin des années 2010, la Vaporwave est devenue un style avec tout un tas de sous-genres. Et cette séparation est due à l'album The Birth of a New Day en 2014. À partir de cette période, la scène Vaporwave et sa communauté se sont divisées en deux parties. Ceux qui ne jurent que par le sampling, avec la Signal Wave, la Future Funk, le Virtual Utopian, la Vapor Trap. Et ceux qui ont pris une direction plus ambiante avec la Dream Punk, la Slush Wave, le Dark Ambient, tant du point de vue musical que du point de vue esthétique. C'est aussi une période où il y a une partie de la communauté de la Vaporwave qui commence à critiquer la surutilisation de samples, l'appropriation de la culture asiatique, et d'un autre côté, la fumisterie de certains artistes de Vaporwave qui se prennent trop au sérieux et qui ont une certaine idée de ce que devrait être la Vaporwave. Ce sont des considérations qui ont fragilisé la communauté Vaporwave en la cantonnant à une certaine esthétique d'un côté ou de l'autre. Ce qui nous mène à notre dernier sujet. Freed from the World. Cet album, sorti en 2012, est une création de Internet Club, dont on parlera un tout petit peu plus tard. Cet album, est très spécial, car en fait il est constitué, pour la plupart des titres, de bruit. Et l'écoute de cet album tient plus de la résistance psychologique que de l'appréciation. L'idée derrière l'album est tout simplement de proposer une satire de la Vaporwave. Oui, donc une satire de la satire. C'est dire quel est le niveau d'abstraction de cet album. Usage de titres en japonais, apparition aléatoire de samples, pochette d'album avec un personnage d'animé qui, à mon avis, a dû l'écouter plus d'une fois. Cet album est une curiosité de 19 minutes qui ne vous laissera pas de marbre, croyez-moi. Nous verrons plus tard un autre exemple de satire de la Vaporwave, qui est Floral Shop Chew. L'album n'a pas été bien reçu, et quand certains criaient au génie d'un côté, d'autres parlaient plus de fumisterie sans nom. Ceci étant dit, je vous propose de commencer à plonger dans les eaux troubles. Partie 4. Les eaux troubles. Là, on va commencer à parler d'albums qui sont ou bien trop sous-cotés, ou bien trop niche au sein de la Vaporwave. Et j'aimerais aussi en profiter au passage pour remercier Yvan de la chaîne Yvan Colosi pour m'avoir passé ces animations 3D qui sont super quali et super propres. Et j'aimerais aussi remercier le label City Light Tapes pour m'avoir autorisé à utiliser ces tracks. Allez, c'est parti pour les eaux troubles. Subway Race, The City in the Rain. Avez-vous déjà expérimenté la nightlife dans une grande métropole asiatique ? Eh bien j'ai pu le vivre en Chine il y a quelques années, et ça a été vraiment une expérience inoubliable. Les magasins ouverts toute la nuit, les affichages publicitaires géants, les néons des petits restaurants de rue, l'agitation constante et les grands centres commerciaux. Pour résumer, la nightlife dans ce genre d'environnement est tout simplement fascinante. L'album de Hong Kong Express The City in the Rain, publié en 2014 sous le nom Subway Race, un de ses alias, a réussi à reproduire la sensation que j'avais eue à cette époque. Cet album est sans conteste le plus abouti de Hong Kong Express, car celui ne contient qu'un seul titre, The City in the Rain, qu'il fait durer 1 heure. En écoutant cet album, j'ai eu le sentiment d'être là, entouré par ces grands buildings, debout sous une bâche, observant cette grande ville prendre doucement vie sous une pluie battante. L'album est plus qu'une expérience sonore. C'est en fermant les yeux que ces sonorités peignent ce paysage si apaisant. Je le trouve nettement plus immersif que The Birth of a New Day et clairement sous-coté. Saki Dream. Enfermé dans son petit bocal d'eau, qu'est-ce qu'un poisson rouge pense ? Qui aurait cru qu'il puisse vivre d'aussi fascinantes aventures ? Laissez-moi vous présenter Sakimo, Saki Rêve, une série d'albums produits apparemment par un certain Kai Beckman et son poisson rouge Saki, en essayant, je cite, de reproduire en musique les rêves hypothétiques d'un poisson. Oui, c'est un délire totalement assumé mais tellement touchant. Je vous propose d'écouter l'album Lost in a Dream qui vous permettra de vous transformer en petit poisson rouge et de vivre d'incroyables aventures. Malheureusement, Saki est décédé il y a 3 ans, alors du fond du cœur de ses fans, merci Saki de nous avoir fait voyager. Vaporwave. Alors, si on pousse le délire de la critique de la société de consommation jusqu'au bout, on arrive à un micro-genre de la Vaporwave dont je n'avais absolument pas connaissance avant d'écrire cette vidéo, la Laborwave. Il s'agit d'un genre de la Vaporwave qui est focalisé sur l'imagerie communiste russe et chinoise, aussi bien visuellement avec des affiches de propagande staliniste et maoïste que musicalement avec des chants traditionnels communistes dont le BPM a été ralenti. Oui, ça existe, et ça fonctionne parce qu'il y a en fait une vibe assez particulière qui s'en dégage, même si on va pas se mentir, c'est complètement perché. Dans le tas, il y a des artistes tels que Depressiona, Intellectual Darkwave et Zadig the Jasp.
La labor wave est un sous-genre assez méconnu de la vaporwave mais mérite d'être mentionné. Alors hop, on va y jeter une petite oreille. Controverse du vinyle de Macintosh Plus. J'ai pas mal parlé d'albums dans cet iceberg, mais il y a un aspect de la vaporwave que je n'ai pas mentionné, c'est le marché du vinyle et de la cassette. Ces supports physiques sont un véritable symbole de la culture rétro, et par ce fait, a créé une véritable communauté de collectionneurs chevronnés. Seulement, il y a un incident qui marquera à jamais la communauté des collectionneurs de vinyle, il s'agit de la controverse du vinyle de Macintosh Plus. La vaporwave est très certainement le genre de musique le plus adapté à ce format. À la fin de l'année 2017, l'album Floral Shop sera vendu au format vinyle sur le site de Bandcamp. À l'annonce de cette nouvelle, les connaisseurs se les sont arrachés jusqu'à rupture de stock. Mais voilà, 10% d'entre eux ont reçu leur vinyle dans les temps, alors que les autres attendaient encore de recevoir leur commande. Il s'est avéré que la société qui s'occupait des commandes de vinyle a vu son compte PayPal gelé, ce qui explique en partie le retard des marchandises. Le responsable de la société est un certain OISB, aussi appelé Todd sur Reddit. Cette situation, empirant jour en jour, le staff de la société s'est réduit à Todd tout seul. Ses communiqués n'étaient pas forcément très clairs et parfois super agressifs. Il a fait l'objet d'une véritable campagne de bashing sur Reddit. À chaque fois qu'il postait quelque chose sur Reddit, il s'en suivait une vague de commentaires haineux. Ce fut aussi le cas de l'album Dragon Soul de Hong Kong Express. La situation s'améliora un brin lorsque Todd bascula sur Shopify pour livrer ses vinyles, mais malheureusement, il n'en livrera qu'une partie, et d'autres vendeurs prendront le relais. Il s'est aussi avéré que Todd n'avait pas payé les frais d'impression de vinyle, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi il n'avait pas la possibilité de livrer ce qu'il n'avait pas reçu. Il a ainsi été banni de Bandcamp. D'autres vendeurs s'occuperont de vendre le joyau de Macintosh Plus, mais à des prix délirants. Au final, c'est un manque de transparence et une réaction assez disproportionnée de la part de la communauté de Reddit qui a mené à cette controverse du vinyle qui marquera à jamais le marché du vinyle moderne. The Darkest Future, Floral Shop 2. La vaporwave n'est pas juste un genre de musique, il s'agit aussi d'une esthétique. En 2014, un certain Dark Pyramid, aka The Darkest Future, publiera l'album Floral Shop 2 sous le label Dream Catalogue. Cet album est l'héritier direct de Freed from the World, il reprend même certains samples de ce dernier. Le projet de base était essayer de comprendre ce qui faisait d'un album un bon album de vaporwave. C'était la musique, ou bien c'était toute l'esthétique qu'il y avait autour. Le fait que l'album soit sous le label le plus estimé du monde de la vaporwave, en portant le nom de son égérie, a permis d'aller au bout de cette expérience sociale. Et malgré quelques critiques envers l'album, il a plutôt été bien reçu. Car oui, bien que celui-ci a été produit en 6 heures par un Dark Pyramid complètement bourré, c'est lui qui le dit, pas moi, eh bien il est complètement écoutable, en tout cas par rapport à Freed from the World. Bien sûr, ça reste du bruit, mais il y a quelque chose d'assez intriguant, d'assez fascinant. Donc, je vous propose d'y jeter une oreille si vous êtes assez courageux. Christ. J'avoue que je ne connaissais pas cet artiste, et je pense que c'est lui qui a vraiment hissé le Plunderphonics non pas comme une technique, mais plutôt comme un genre de musique à part entière. Ces deux techniques de sampling principales sont le looping et le pitch shifting. Il est certain que Christ a une esthétique très liée aux séries B des années 90. On peut parfois trouver dans ses albums sur Bandcamp des extraits de vidéos liés à des titres en particulier. Je pense que son style est très proche de ce qu'on pouvait avoir dans les débuts de la vaporwave. Cela dit, il n'y a pas toute cette influence asiatique qui est assez convenue dans le genre. On notera l'esthétique assez gothique de certains de ses albums, ce qui est assez curieux car sa musique n'a rien de sombre. Pour se faire une idée de ses albums, je vous propose d'écouter son album No Lives Matter, sorti en 2016, Frazier Wave en 2013 et 7 Years After, Tiny Impro en 2013. La discographie de Christ est en fait un micro-univers au sein même de la vaporwave qui ne demande qu'à être exploré. Weather Report. Littéralement bulletin météo, et le nom ne trompe pas sur sa marchandise. Il s'agit d'un artiste de vaporwave nippon qui s'est spécialisé dans le sample des bulletins météo japonais. En fait, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus car en fait ce sont des samples dans leur forme originale. Mais je trouve ça complètement addictif, je sais pas pourquoi. Il s'en dégage une vibe particulière qui fait qu'on se laisse facilement emporter par ces samples. Le choix de ces derniers est le point clé de toute l'œuvre de Weather Report. Mon album préféré, je dirais Typhon. Typhon. J'adore le contraste qu'il y a entre un typhon et les musiques lounge en background lors de l'annonce d'une catastrophe. Un petit bijou de Signal Wave. Desert Suns feels warm at night. Je pense que parmi vous, les amateurs de Dream Punk ont à un moment ou un autre dû tomber sur ce génie de la musique ambiante. William Alworth Cook, tout comme ses semblables, cherche à reproduire ce sentiment de solitude qu'on ressent dans de grands espaces vides et irréels.
Mais sa musique a quelque chose de très touchant, que ça soit au milieu d'une grande métropole, un désert jonché de statues grecques, une autoroute sans fin, etc. On a ce sentiment de solitude, mais il n'est ni négatif ni oppressant, mais même plutôt réconfortant. Les couvertures d'albums sont aussi très belles et évocatrices de son univers. Je pense que c'est la musique parfaite pour pouvoir traverser les backrooms ou bien les liminal space. Ces titres sont aussi écrits en japonais, renforçant cette idée de mystère et d'inaccessibilité. Mon album préféré de Desert Sons, Feels Warm at Night, est certainement New World Disciples, que je pourrais écouter en boucle. On pourra aussi citer Tomorrow 2096, City Dream et Dance Fog. Après, je vous recommande d'écouter sa discographie. Elle est pleine de petites pépites, toutes différentes les unes des autres. Et comme il le dit lui-même, si la musique n'existait pas, le sable ne serait pas chaud. Internet Club. Ils étaient là à la naissance de la Vaporwave et c'est même eux qui l'ont nommé. Internet Club est l'alias de Robin Burnett, dont le tout premier projet musical remonte à 2011, un hommage à Computer Dreams dont on parlera plus tard dans cet iceberg. Et c'est ensuite sous l'impulsion de Victroid qu'il publiera Modern Business Collection en 2011, dont on retrouvera des éléments dans son album Sun Canvas en 2013. On trouvera pas mal de ces albums orientés vers le monde de l'entreprise, tout l'univers corporate, tel que Redefining the Workplace en 2012 ou bien Webinar sorti en 2011. C'est dans ce monde froid et sans âme que notre monde corporate grandit. En écoutant Webinar, on a ce réel sentiment de fausseté et d'instabilité qui interagissent constamment l'un avec l'autre. En termes de banger, on peut parler de Dreams 3D qui nous donne l'impression d'être coincé dans un jeu à 10 bouts. Underwater Mirage, dont vous ne vous passerez plus autant pour ses samples, vous faisant penser à une chatroom vide dans les années 2000 que pour sa pochette irréelle. Et enfin, Vanishing Vision, qui relaxera vos soirées de shopping en 1986. C'était eux qui étaient à l'origine du projet Freed from the World dont nous avions parlé précédemment. Ils étaient là à la création de la Vaporwave et sont encore actifs aujourd'hui, donc je vous recommande de les suivre de près. Skeleton. Tout comme Chuck Person avec son Echo Jams, Skeleton est un artiste de Vaporwave avant même que celle-ci existe. Contrairement à ses semblables, il aura uploadé très peu d'albums. Mais tous, et je dis bien tous, sont des canons de la Vaporwave. Malheureusement, certains de ces albums ont été enlevés de Bandcamp, et on ne sait pas trop pourquoi. Des expérimentations diverses et variées de techniques de sampling, telles que le Chop and Screwed. Parmi ces albums restants, on trouvera Skeleton, Hologram, tous deux sortis en 2010, Lost Memories, Reflection, Cool Water, etc. L'univers de Skeleton est très sombre, avec des ambiances très froides. Mais pas que. Je dirais que Skeleton est l'exact opposé de Desert Sons Feels Warm at Night, mais n'en est pas moins appréciable. Et dans cet univers sombre, il est possible d'y trouver de la lumière. Mais pour cela, il vous faut écouter les albums de cet ancêtre de la Vaporwave. Allez, j'avais quand même envie de vous partager la pochette d'album de Sunset Melody que je trouve juste extra. Hard Vapor. Nous avons parlé de la scène Vaporwave en 2015 et de la manière dont elle s'était fissurée avec l'apparition de plein de petits micro-genres. En fait, celle-ci perdait de plus en plus de crédit en tant que genre de musique à part entière, et pour certains, la Vaporwave était morte, car fissurée par son manque de cohérence. C'est à ce moment qu'est né la Hard Vapor, un genre de musique qui a pris le contre-pied de la Vaporwave. On remplace l'appropriation de la culture asiatique par celle de la culture slave, les samples de musak dépitchés par des rythmiques techno saccadés, et les paysages citadins paisibles de la cyberpunk par des raves post-apocalyptiques. Le ton était donné. Parmi cette bande de joyeux lurons, on retrouvera Who's avec son End of World Rave, DJ Alina avec son Maniacs, et enfin Soundtimer. Il semblerait que Soundtimer soit un des alias de Hong Kong Express qui a lui aussi donné dans le genre. Ce qui est curieux, il faut le dire, c'est que la Hard Vapor se présente comme en fait une contre-culture de la Vaporwave qui est elle-même une contre-culture de la société capitaliste. Donc c'est vraiment l'ironie de l'ironie de l'ironie, enfin bon bref. Ça en fait perdre la tête. Comme toujours, allez checker les albums. Computer Trilogy. Infinity Frequencies, aka Joshua Muller, est un artiste de Signal Wave à l'origine d'un micro-sous-genre de la Signal Wave qu'on appellera Computer Gaze. Un micro-genre de la Signal Wave qui cherche à reproduire les rêves que peut faire un ordinateur. Vous suivez ? C'est aussi ce nom qu'il utilisera pour nommer son blog Tumblr en 2011. Il sortira les albums Dream Recovery et Euphoria qui à ce jour sont considérés comme les albums les plus anciens de Broken Transmission. Une partie de son œuvre est cachée sur SoundCloud, non rattachée à un album en particulier. Et c'est en 2013 qu'il commencera sa série d'albums Computer Trilogy, avec la publication de son album Computer Death, duquel suivront Computer Decay et Computer Afterlife qui deviendront des références dans le genre. Cette série d'albums se veut décrire la mort d'un ordinateur du point de vue de l'ordinateur, et c'est un projet fascinant. Il est d'ailleurs souvent comparé à Everywhere at the End of Time de The Caretaker, autant par l'ambiance que par la trame narrative que suivent la plupart des titres.
Le premier album se veut décrire l'agonie lente mais certaine d'un ordinateur nous livrant ses dernières informations. Des samples de musique classique, de pubs japonaises, parfois très courts mais toujours très légers, très oniriques. Et peu à peu, on se sent sombrer dans cet univers qui se fissure lentement sous nos yeux. Computer Decay, quant à lui, est plus froid, sans émotion. On commence directement par une voix qui répète sans cesse « Forever », comme si l'ordinateur, qui auparavant avait une vie promesse d'éternité, et que d'un seul coup, après s'être éteint, il hésite à se rallumer et montrer ce que sa mémoire contient. Les sonorités de l'album sont très froides, comme si vous aviez la tête plongée dans un océan vide et infini. Il y a quelque chose de très attirant dans cette désolation numérique. J'irais même jusqu'à dire quelque chose de rassurant. Computer Afterlife, lui, sonne plus joyeux, optimiste que les deux autres. Les samples de piano utilisés sont bien plus brillants, plus en avant. En lisant les titres, on comprend que l'ordinateur s'est finalement défait de ses chaînes. Il a compris quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de concevoir. Un adieu poignant et beau. Pour en finir avec Infinity Frequencies, son dernier album, Between Two Worlds, sorti en 2019, est étroitement lié au concept des liminal space, des espaces irréels à la géométrie distordue et parfois absurde, mais tout en gardant une ressemblance frappante avec nos espaces réels. J'aimerais vous en dire davantage sur Infinity Frequencies, mais vraiment, allez écouter l'album, c'est une expérience qui vous marquera à vie. Partie 5. Les eaux profondes. Ici, on va commencer à parler d'albums qui ne sont pas du tout connus, ou bien qui traitent de questions existentielles liées à la mort, ou bien à d'autres problématiques psychologiques. C'est pourquoi je recommande aux âmes sensibles de ne pas regarder cette partie, car je pense que ça pourrait peut-être vous mettre mal à l'aise. Ceci étant dit, bienvenue dans les eaux profondes. Kmart 1989-1992. Kmart est le nom d'un supermarché américain très populaire dans les années 80-90. Il en existe à ce jour qu'une petite vingtaine. Il s'agit donc d'un symbole de la société de surconsommation, en voie d'extinction. Un peu comme notre champion français. L'album Kmart 1989-1992, produit par Power PCME, est un album qui ne paye pas de mine. Il s'agit d'un autre petit bijou de Mallsoft où vous trouverez les samples des musiques de votre Kmart préféré. Et pour les Américains, il s'agit d'une véritable Madeleine de Proust. Dans les commentaires, les gens se rappellent de leur premier jour de travail à Kmart, ou bien flâner dans les centres commerciaux étant enfant. Pour ma part, je pense que cet album, même s'il n'a pas forcément la même consistance que Cat System Corp, représente bien le Mallsoft dans toute sa dimension nostalgique. Midnight Television. Un album de Signal Wave sorti en 2011 qui, malgré son aspect simpliste, ne vous laissera pas indifférent. Il s'agit d'un des premiers albums de Signal Wave Late No-Fi dans l'histoire de la Vaporwave. La pochette d'album est à l'image de la musique. On se croirait revenir au temps de la télévision analogique, mater la télévision à 2h du matin sans savoir ce qu'on regarde. On capte juste le mood de l'émission, aussi futile soit-elle. Et il semblerait que le producteur de cet album soit Skeleton dont nous avions parlé auparavant. Cet album est considéré par les connaisseurs aussi important que Floral Shop mais n'ayant pas eu le même écho. Epson. Non, il ne s'agit pas d'une marque d'imprimante, mais plutôt d'un artiste assez peu connu de Late Night Lo-Fi, et qui en apparence me fait beaucoup penser à Luxury Elite. Ces albums sont assez représentatifs de l'âge d'or de la Vaporwave. On est loin des expérimentations et des considérations idéologiques de l'époque. Et on va pas se mentir, ça fait du bien. Sample de soul, funk, couverture d'albums kitsch faisant référence aux films des années 80. Good Evening, Midnight Radio Deluxe, Cascadia sont mes petits préférés. Étant moi-même un grand amateur de funk. Il semblerait aussi qu'une partie de son travail ait été effacée et je ne sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, concernant Epson lui-même, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand certains essayaient de faire évoluer la Vaporwave vers quelque chose de nouveau, il y en a d'autres qui l'aimaient tout simplement pour ce qu'elle était. Paradise of Yesterday. Essayons de parler d'un petit nouveau dans le game pour faire varier les plaisirs. Paradise of Yesterday est un artiste suédois dont le premier album de Vaporwave, Youth, date de 2020, ce qui est très récent à l'échelle de l'histoire de la Vaporwave. Il n'a pas une approche très Plunderphonics ou bien Slushwave de la Vaporwave, en fait il est un peu dans un entre-deux bizarre. Il me fait beaucoup penser à Windows 96. Seulement, il reprend cette trame narrative qu'on pouvait avoir dans certains albums de Hong Kong Express. Les titres des albums sont simples, Tropical, Eden, Nightlife, qui est très riche en termes de sonorité, proche du late night lo-fi, sans pour autant avoir cette vibe VHS qui la caractérise si bien. Building a Better World. Prenons deux univers complètement différents. D'un côté, nous avons les sonorités Slushwave, aériennes de Telepath, et de l'autre, la musique réverbérée et les centres commerciaux infinis de Cat System Corp. Mélangeons-les jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes et vous obtiendrez l'album Building a Better World.
Sorti en 2019 sous le label E-Rife Records, dans cet album, ces deux artistes essaieront de sortir des canons de la slush wave, des villes désolées et de la musique à tout bout de champ pour créer quelque chose de nouveau avec une vision un peu plus optimiste du futur. Plus qu'un album, c'est un moyen d'unifier la vaporwave, et c'est très certainement l'un des albums les plus importants de son histoire. Les sonorités sont bien plus légères et aériennes que ce qu'on pouvait avoir dans Virtual Dream Plaza. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers de la slush wave. Après ce qu'on a dit sur la hard vapor et sa manière de concevoir la vaporwave, eh bien c'est la preuve que celle-ci n'est pas morte. Et bien au contraire, elle n'a jamais été aussi vivante. Celebrating Digital Artifacts. Assez peu connu, et je pense que c'est assez dommage car cet album, produit par Dante Mars Areto, est en fait un peu notre Echo Jams moderne. Il utilise des techniques de sampling de Echo Jams avec une véritable valeur ajoutée en production, une utilisation de samples de musique moderne. Il se veut bien plus lisible et abordable que Echo Jams. La couverture d'album, elle aussi, sort des clous avec cette esthétique glitchée et funky. Je pense que la raison pour laquelle cet album n'est pas connu, c'est que cet artiste est en fait plus vu comme un artiste de future funk. Et on va pas se mentir, il excelle dans le genre. Mais son coup d'essai pourrait presque être vu comme un coup de maître. Je vous propose d'écouter ses albums Life Enterprises, 0720, 1988 et Melt Plus. Pour le reste, il ne tient qu'à vous d'aller écouter. Disquette Romance. Très certainement un des albums les plus courts de l'histoire de la Vaporwave. Produit en 2017 sous le label Midnight Moon Tapes par un certain Disquette Romance. Mais il ne semblerait que ce soit qu'un alias. Une dizaine de minutes de pistes toutes plus chill les unes que les autres. Cette couverture est aussi très intrigante. D'apparence cheap, elle semble tout de même véhiculer quelque chose de fort, de beau. Certains disent que le producteur de l'album est un certain Lasership. Quoi qu'il en soit, cet album restera un mystère et c'est ce qui fait tout son charme. Lead 7 Virtual Plaza. Il s'agit d'un artiste brésilien de vaporwave qui a un style particulier, un mélange de trip-hop à la Haircut Foreman ou bien Macro Blanc avec des sonorités à la télépathe. Il n'est plus trop actif depuis 2018, mais ses albums Ciao Yue Ai, Night Fever 2, Night Fever 3, NTSC Reducting et NTSC Memories sont vraiment représentatifs de son style, Late Night Lo-Fi et Barber's Beat. Je n'ai pas trouvé plus d'informations que ça, mais je pense que sa discographie vaut le coup d'oreille. You Are Already Dead. En lisant les titres et la description de cet album, je vous laisse deviner la nature de celui-ci. Je pense qu'il s'agit d'un album de dark thrash metal. Non. Ou bien de la hard vapor, non? Non plus. Ou bien un truc complètement perché, expérimental, morbide au possible. Il s'agit d'un putain d'album de smooth jazz. Oui, cet album sorti en 2015, produit par Phoenix DS2712, faisant allusion à American Psycho, une série basée sur la vie d'un riche psychopathe avec des titres tous plus joyeux les uns que les autres, trompe complètement sur sa marchandise. C'est un album de smooth jazz et en tant que tel, il fait complètement le taf. Mes titres favoris sont Date Rape et They Won't Find the Body. Je pense que le concept de cet album est juste fascinant. Voir la différence qu'il y a entre le contenu d'un album et la manière dont on présente l'album. Je vous propose d'écouter sa discographie qui est absolument fascinante. Father. Il existe un autre micro-genre complètement niche de la vaporwave qui s'appelle Death Dream. Ce style se focalise sur des thèmes comme celui de la solitude, l'anxiété, la dépression et la maladie mentale. On est encore très proche des expérimentations sonores de The Caretaker dont on parlait tantôt, voire même plus extrêmes. Les sonorités des albums sont très aériennes, très sombres, dark, dépressives. Et c'est pourquoi la plupart des personnes qui ont écouté ces albums ont senti quelque chose de très puissant. La plénitude avant la mort, la libération et le repos de l'âme. Tout cela exprimé dans une extrême tristesse et un désespoir des plus poignants. Et j'ajouterais que la plupart de ces albums ont tous une trame narrative, ce qui leur donne ce côté un peu cinématique. Il y a 3 artistes qui sont des maîtres du genre. Death Channel, avec son album Beyond Soul, un album qui traite de la thématique du suicide, qui je vous assure vous touchera au plus profond de votre âme. Dark Nature, avec son album The Dark Forest, qui vous donnera le sentiment d'errer dans une forêt ou une ville abandonnée, loin de tout, comme dans Silent Hill. Et finalement, Father, avec ses albums Reflection et White Death. Je n'ai pas forcément envie de vous en dire davantage là-dessus, car en fait ce sont vraiment des expériences à vivre. Écouter ces albums, c'est vraiment plonger dans ce monde un peu dépressif, dark, que je ne vous recommande pas si vous avez déjà des problèmes dans votre vie. Et je me suis aussi permis de vous traduire le texte qu'il y a dans la description de l'album Beyond Soul, du chinois au français, pour voir un peu ce qui vous attend. 最近几个月，我一直独自待在家里，我的家人抛弃了我，我活着，孤独。直到有一天，我的房子被遗弃，我爸在机上。我这样想着，谁会想到我家里发生的事故会把我撞倒在机上？
然后再击穿。我该是王者，而我还在那里。但在同一时间，我记得我当时这里一切幸福、痛苦和猪血。我想，我对自己说，不值得继续生活。我一个人，我一渐渐地开始睁开眼睛。这是我的家人，我无法认真失望，因为我在医院，但我无法区分他们的面孔。我联系到一些机器，我不认为事故是如此强烈的。我听到噪音，我感到各处都有斑点移动，直到突然一切都变暗。我在几个小时后醒来，然后我不知道我在哪里。天黑了，我看不到任何人。我意识到我被遗弃了，一切都比较暗，直到我开始记起我最后一次去那里的地方。很清楚，我记得一切。这次事故让我非常糟糕，我死了，我爱他们，我想念他们，再见。Bigoten Sasha, Bigoten Suicide. Nous allons terminer notre plongée dans les eaux profondes avec l'un des mystères les plus prenants de la Vaporwave, Bigoten Sasha. Pour cela, replongeons-nous en 2018. Un certain Denis, propriétaire du label Geometric Lullaby, était en recherche de nouveaux artistes pour son label, et il recevra un mail étrange d'un certain Bigoten Sasha, localisé en Azerbaïdjan, se disant intéressé par sa proposition. À l'époque, l'artiste avait déjà publié ses albums sur Bandcamp, mais il n'y avait que des pochettes, avec des squelettes d'apparence plutôt cheap. Bigoten enverra son premier album, mais pas que. Il joindra à l'album des textes en chinois qui n'ont aucun sens, des vidéos plutôt creepy, et des poèmes faisant mention de l'état psychologique dépressif de Bigoten, sur le point de faire une bêtise. Cela alarmera Denis qui essaiera en vain de contacter Bigoten. En attendant, il publiera son tout premier album, Life Cycle, mais leurs échanges deviendront de plus en plus tendus. Il recevra une lettre de Bigoten avec l'adresse d'un hôpital psychiatrique et un cimetière. Il perdra un de ses amis en essayant de le faire chercher des indices aux adresses données. Au cours de l'année 2018, il sortira les 6 albums de Bigoten avec chacun un mode différent. Relativement joyeux pour Happy New Year, terrifiant pour Hushwave, étrange pour Forgive and Forget. Les amateurs d'ARG auront très certainement compris qu'il s'agissait d'une creepypasta, et que Denis et Bigoten étaient en fait une seule et même personne. Les textes en chinois sans queue ni tête étaient en fait des traductions directes de Google Translate. Bigoten a voulu créer un univers autour de ces 6 albums, et même si l'affaire semble être résolue aujourd'hui, il y aura toujours un soupçon de mystère qui planera autour du sens et de l'origine des 6 albums de Bigoten Sasha. Partie 6, les abysses. Voilà les amis, nous allons terminer notre plongée dans cette partie qui est quasiment la plus profonde de l'iceberg. Ici, il s'agira d'albums qui ont été entendus par quelques milliers de personnes seulement sur YouTube ou bien sur Bandcamp. Et je vous rassure, il n'y aura pas de références glauques ou dépressives. Il s'agira juste ici de parler de pépites sous-cotées, d'ambiances étranges ou bien de concepts plutôt bizarres. Ainsi, je vous propose de m'accompagner dans ce dernier épisode pour explorer les abysses de la Vaporwave. Digital Memories. Un album de computer gaze uniquement constitué de pubs japonaises, produit par Gorgeous Light, un artiste de Japanese Signal Wave. Quand on y pense, c'est un peu étrange de produire un album qu'avec des morceaux de pub. Je pense que c'est plus qu'une question d'esthétique. C'est le décalage avec nos pubs en 2023 qui rend ces spots si fantaisistes et attirants. J'aimerais ajouter que les musiques de fond des pubs de l'époque sont d'excellente qualité, rendant cette expérience encore plus qualitative. Cet album puise son inspiration dans le travail de New Dreamworks, dans ce même esprit computer gaze. On peut aussi voir ça comme la musique qu'écouteraient les robots quand la race humaine aura disparu de la surface de la Terre. J'aimerais terminer en ajoutant que cet album est très récent à l'échelle de la Vaporwave. Il faut dire que cet album est sorti le 18 novembre 2020 sur YouTube. Ainsi, je vous recommande d'aller jeter une oreille si ce genre d'ambiance vous plaît. Regret Girl. Ah, combien d'entre nous ont eu un crush sur une fille au collège sans jamais oser lui avouer notre flamme. Et finalement, un beau jour, ne plus jamais la revoir, laissant en nous ce souvenir impérissable d'une romance fantasmée et imaginée.
Eh bien je pense que cet album est l'exacte traduction de son sentiment en musique. Nous avons déjà mentionné Death Dynamic Shroud dans les strates précédentes de l'iceberg, mais cet album fait figure d'exception pour son atmosphère lourde et attristant. Il y a une légende autour de cet album, et plus particulièrement autour de la fille qui est censée représenter la couverture de l'album. Il semblerait que ce soit une fille qu'un des artistes de Death Dynamic Shroud aurait connue. Les musiques de cet album sont empreintes d'un sentiment de tristesse infinie qui ne vous laissera pas de marbre. De tous les albums de Death Dynamic Shroud, c'est certainement le plus apprécié de ses fans, et je vous recommande de l'écouter avec modération pour pouvoir en savourer chacun des arômes. Celestial. Dans un futur lointain, imaginons que vous trouviez une vieille cassette audio de Future Funk. Le son est légèrement bruité, détuné car altéré par le temps. Eh bien c'est le sentiment que j'ai eu en écoutant Celestial de Bliss Free. Encore une pépite de l'année 2020, très peu connue, et pourtant, il y a de quoi faire un album solide de Signal Wave. Par contre, si quelqu'un avait une quelconque idée de la référence de l'animé sur la couverture de l'album, je serais preneur. Je n'ai absolument rien trouvé là-dessus. Rien de plus à dire, sauf écouter et partager. The Demise of Nanami. Le 22 juillet 2009, Windows sort sa toute nouvelle version du système d'exploitation Windows 7, qui rencontrera un succès retentissant. Mais pourquoi je vous parle de ça ? C'est en fait une référence à la description de l'album The Demise of Nanami, qui est une véritable lettre d'amour aux années 2010. On peut imaginer que si les générations suivantes devaient faire de la Vaporwave sur les années 2010, cela ressemblerait à cet album, et je trouve ça juste fascinant. Car on se rend compte de la différence qui réside entre l'internet de l'époque, Eldorado des youtubeurs, même de mauvaise qualité, et références aux mangas et autres jeux de l'époque. Je pense que cet album est plus proche de la French House que de la Vaporwave. Les références font penser à des artistes tels que Moe Shop, Snail House, etc., qui incorporent très souvent ces références faites aux animés. Personnellement, le style de cet album me fait penser un peu à l'internet décrit par Antoine Daniel au temps des What the Cut. Une vraie vague de nostalgie qui fait du bien. Mali Blue. Un artiste de Vaporwave qui a fait très peu parler de lui et je trouve ça super dommage. Originaire d'Australie, Mali Blue a publié quelques albums depuis 2015. Son premier album No Sleep est très late night lo-fi, VHS pop, tant dans la musique que dans l'esthétique que constitue sa couverture d'album. Cependant, son album Are You Scared est un peu plus oppressant, avec des sonorités un peu trash et des titres faisant référence à un état dépressif avancé. Que dire alors de Faded qui est plus orienté soul, smooth jazz. Je ne connaissais pas cet artiste et il a été écouté par une centaine de personnes seulement sur Bandcamp. Et je trouve ça bien triste, car son style, proche de celui de You Are Already Dead, a tout pour plaire aux fans du genre. Alors pour me faire plaisir, allez un peu écouter ce bon vieux Mali Blue, après tout, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Temple of Null. C'est une véritable curiosité que nous a pondue Aceton Tina, et je pense qu'elle ne plaira pas forcément à tout le monde. Comment vous décrire cet album ? Imaginez The Demise of Nanami, Soumet, et vous aurez une bonne idée de ce qui vous attend. Plus sérieusement, cet album publié en 2020 est un mélange de Vaporwave et de Breakcore aux ambiances colorées et psychédéliques. On est bien loin des paysages numériques désolés de Floral Shore. Pas grand chose à dire de plus, j'avoue ne pas forcément être le public pour ce genre d'album, mais je pense qu'il plaira aux fans du style. Virtual Lobotomy. En parlant de breakcore, d'acid, etc., il va être très dur de passer à côté de cet album. Produit par Sierra Mist, si c'est comme ça que ça se prononce. L'écoute de cet album est la retranscription fidèle d'un trip sous acide en pleine rave. En vrai j'en sais rien, mais je pense qu'on ne doit pas en être très loin. Les titres n'ont pour la plupart aucun sens, comme s'ils avaient été glitchés et que certains mots disparaissent pour laisser place à d'autres qui n'ont aucun sens dans ce contexte. Ce qui est exactement le sentiment que la musique transmet. Il s'agit tout simplement de musique glitchée, et je pense que c'est vraiment le genre d'album que vous devriez écouter avant de dormir en fermant les yeux, en essayant de ressentir plus qu'écouter. Je pense qu'on est plus proche d'un Floral Shop 2 en mode hardcore, et s'il y a vraiment une chose qui est claire sur cet album, c'est son titre. Dear Leader. Notre très cher Nmesh, dont nous avions parlé dans les strates supérieures de l'iceberg, nous a produit un album de Laborwave ou bien de Communist Vapor dont le concept est absolument fascinant. Il y a toute une histoire autour de cet album qui aurait été produit par le fils éternel, Seong-Young-jil, un homme issu d'une lignée de soldats émérites de la Corée du Nord qui malheureusement aurait fait offense au gouvernement. Avant son exécution, on lui donnera une chance de se racheter en lui donnant un accès à internet, un compte Twitter et un Ableton, un moyen pour lui de créer de la musique qui permettrait de mettre en valeur Kim Jong-un et la Corée du Nord en général. Le tout dédié à son leader adoré. L'histoire autour de cet album est juste hors sol. Tout comme Bigotten, l'album a attiré son lot de controverses. Cet album est rempli de pépites bizarres, mélange de Signal Wave, si cher à Nmesh, et de Laborwave avec de fausses interviews vantant les mérites de la Corée du Nord. Il ne s'agit pas de l'album le plus connu de Nmesh, mais il devrait être beaucoup plus mis en avant, je pense. Chinese Hackers.
Ils sont connus pour leur album Def, qui a été à l'origine d'un nouveau mouvement de la Vaporwave qui est la Dark Vaporwave, ou bien Vaporgoat. Cet album, constitué de samples de musique de films d'horreur, de chants de chorale et d'autres enregistrements tous plus glauques les uns que les autres, vous fera voyager dans un monde sombre et oppressant. Je dois vous avouer que cet album m'a fait faire quelques cauchemars. Bon, quelle idée d'écouter ça juste avant de dormir. On notera aussi la couverture qui est une véritable œuvre d'art. Ce flou, laissant apparaître des sœurs sans pouvoir distinguer leur forme, leur visage, donne une dimension cauchemardesque à l'album, complètement en phase avec leur contenu. Si les albums de Death Dream m'ont donné ce sentiment de désolation et de désespoir, celui-ci m'a donné de véritables frissons dans le dos, et chapeau à Chinese Hacker pour cette œuvre magnifique. Un dernier petit détail pour ceux qui seraient intéressés, la pochette de l'album est semblerait-il une capture d'écran du film Death Becomes Her, qui est un très bon film des années 90. Conclusion. Après avoir analysé tous ces albums, ces genres, ces sous-genres, ces mouvements, ces artistes, etc., est-ce qu'on peut arriver à mieux définir la Vaporwave en ayant exploré tous ces recoins ? Pour être honnête avec vous, je suis encore plus perdu qu'au début, mais j'ai réussi à comprendre une chose sur la Vaporwave, c'est que ce n'est pas un genre de musique, mais une esthétique, qui peut être aussi bien musicale que visuelle. Ce qui explique qu'on peut avoir des albums à la Blank Banshee et d'autres à la Telepath, et dire que les deux sont de la Vaporwave. En fait, il ne s'agit pas d'un genre, mais d'un style. Si on devait faire un rapprochement avec ce que je connais un peu plus, c'est la musique impressionniste, qui emprunte les codes visuels de ce courant pictural pour en faire de la musique, en créant des ambiances avec des accords exotiques et des sonorités asiatiques ou orientales. Après, il est difficile de cataloguer un album ou un artiste dans un genre ou un sous-genre. Finalement, il y a des artistes qui ont fait de la cyberpunk à un moment, du late night lo-fi, de la future funk, de l'eco jam, etc. Et tout ça en l'espace de 5 ans. En tournant cette vidéo, j'ai voulu rendre hommage à cette esthétique qui est en fait très représentative de la génération Z. Née avec un internet libre, sans limite, avec ses communautés, ses références, son humour, ses mèmes, etc. Nostalgique de ces années où la technologie n'était pas encore aussi développée que maintenant. Un genre de musique né sur internet et qui aura touché la génération Z par sa dimension nostalgique et fantaisiste. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu autant qu'à moi de la tourner. Je vous invite à liker, à partager et vous abonner car cette vidéo ne sera pas mise en avant par l'algorithme YouTube. Et en attendant la prochaine, je vous dis ciao les diggers.